On se retrouve tout de suite pour notre table ronde intitulée Entrepreneurs collaborateurs en quête de sens au travail. La quête de sens au travail est-elle un enjeu majeur pour les entreprises et les collaborateurs? Doit-elle être de la responsabilité de l'entreprise? Est-ce un enjeu en recrutement? Quel lien entre quête de sens et engagement? Voici, pour en débattre, Frédéric Malfilâtre, Michel Niesborala et Caroline Tillou-Maratuèche. C'est la journaliste, rédactrice en chef, Christine Bouillot, qui sera l'animatrice des échanges. Ça marche, ils sont naturellement ouverts. Ah, super. Installez-vous ici et là. Voilà, ça, ouais. On est à côté de moi. On est qu'au 4, oui. Alors, 1, 2, 3. Merci d'être là. Alors, on est en compétition avec un match de foot dans pas longtemps. Donc, et oui, ça fait partie du sens au travail aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont organisé d'ailleurs des moments pour poursuivre tout ça. Le sens, la quête de sens au travail, visiblement, les différentes tables rondes évoquent ces notions-là. C'est le sujet du moment. Crise Covid, crise climatique, la guerre en Ukraine. On peut dire que ces notions de sens n'ont jamais été autant prises au sérieux et avec autant de prégnance. Il y a la crise climatique. On parle de grande fatigue, c'est le titre de mes confrères de la Dépêche du Midi en début de semaine. Il y en a qui parlent de grandes démissions, l'immense turnover des salariés. Mais en fait, finalement, peu importe le niveau du thermomètre, on va essayer de prendre le pouls. Alors, Caroline Tillou-Maratuèche, merci d'être là, enseignante-chercheuse en gestion des ressources humaines à TBS et gérante d'Equinox RH. C'est un cabinet de conseil. Justement, vous accompagnez pas que les entreprises, mais aussi les collaborateurs dans leur évolution professionnelle. Frédéric Malfilâtre, vous êtes directeur régional de Occitanie de Harmonie Mutuelle. Alors, vous avez un groupe national, mais vous gérez 400 collaborateurs et vous êtes devenu entreprise à mission. C'est tout récent. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises en France qui sont devenues des entreprises à mission. Et on verra si c'est une façon de répondre à cette quête de sens des salariés de tous âges, parce qu'on parle beaucoup de la jeunesse, mais la quête de sens, je pense, ne concerne pas que les jeunes générations. Et puis, avec nous également, je vous en remercie, Michel Niesborala. Vous êtes médecin du travail, conseil en stratégie chez Prévalis. Donc beaucoup vous connaissent ici puisque vous gérez la médecine au travail de la région toulousaine. Alors au bas mot, c'est 25 000 entreprises, c'est 300 000 personnes qui viennent vous voir chaque année, mais vous atteignez un record de 400 000, vous m'avez dit, quand on a préparé cet entretien. Alors docteur, c'est vous qui êtes finalement le mieux placé pour ressentir ces notions de quête de sens au travail à travers, qu'est-ce qu'on parle de situations dans vos métiers du médical, sans trahir le secret médical, on parle de situations absolument unique dans l'histoire moderne de nos entreprises aujourd'hui, de ces 40 dernières années, par exemple? Oui, c'est sûr que le médical est un bon exemple de ces questions de sens. Donc avec l'espérance de vie professionnelle d'une infirmière au CHU, enfin dans les CHU, est de 8 ans. C'est-à-dire que... Aujourd'hui? À l'heure actuelle, oui. Voilà. Et donc, avant? Mais c'est pas un phénomène nouveau. Je pense que ce qui est nouveau, c'est l'ampleur du phénomène. Je pense que donc nous, on voit le turnover au travers des demandes de visite d'embauche. Et donc, Toulouse a toujours été dynamique, il y a toujours un certain turnover, on a toujours eu un assez gros volume d'embauche tous les ans. Mais là, on atteint des sommets. Nous sommes... 1er janvier, on prend en charge 300 000 salariés. Dans l'année, on demande plus de 100 000 demandes de visite d'embauche. Donc, il y a un turnover qui est de l'ordre de 30% ou plus. Sur l'agglomération toulousaine, et je pense qu'on n'est pas une exception. Et donc, ça, dans nos cabinets, ça nous renvoie à des plaintes RPS, donc traditionnelles, mais où la question du sens émerge effectivement. Et ce d'autant que, je pense, peut-être je devance la question. Ne vous inquiétez pas. Je pense que la crise Covid, plus la crise sur la question de la finitude du monde, finalement, soulève des questions existentielles profondes chez les salariés et peut les amener à questionner le sens dans ce contexte-là particulièrement. Est-ce que ça concerne essentiellement les jeunes salariés? Ou on peut dire que maintenant tout le monde, absolument tout le monde se positionne sur ces questions-là?
Non, je pense que ça concerne tout le monde. Hein. Enfin, je pense que, alors, il y a un problème traditionnel. Hein. On est toujours, enfin, les jeunes comptent des autres, enfin, à un moment ou à un autre. Puis après, ça change et puis on devient vieux. Enfin, et donc, je pense que ça, au fil du temps, ça change pas beaucoup. Et le problème, c'est que il y a des changements générationnels dans les modes éducationnels qu'ont connus les jeunes. Ils ont un rapport à l'autorité qui a évolué. Ils ont grandi avec un monde, moi dans ma jeunesse, j'ai connu la fin des 30 Glorieuses, donc je suis un peu un vestige du 19e siècle où on pensait que le progrès technique allait apporter le bienfait dans l'humanité. Enfin, je pense que les jeunes qui grandissent à l'heure actuelle ne pensent pas ça. Ils pensent qu'ils disent, est-ce que je vais faire des enfants pour mettre au monde des enfants dans un monde qui va devenir invivable ? Donc je pense que, et je renvoie à la réflexion que m'inspire la table ronde tout à l'heure, c'est-à-dire que la vision du chef d'entreprise ne sera jamais la vision du salarié. Et donc le sens, il va être trouvé quand l'entreprise va essayer de discuter avec le salarié pour concilier leur vision au travers d'un but commun. Et il faudra que l'entreprise soit capable d'avoir identifié l'objectif que suit le salarié et d'arriver à trouver par la discussion des moyens que le salarié remplisse la mission attendue tout en suivant ses objectifs personnels et en atteignant ses objectifs personnels. Et je pense que c'est ça le vrai nœud de la question du sens. Moi, j'avais une question à vous poser. Quand un jeune salarié est embauché, vient vous voir, comment il se projette pour les 40 prochaines années? On parle beaucoup d'effet zapping aussi chez les jeunes générations. Quel que soit le niveau d'études, hein, on vient, on travaille un peu, on repart. Parfois, on fait le tour du monde, y compris chez les surdiplômés. Surtout chez les surdiplômés, enfin, je pense que quelqu'un de très peu compétent, enfin très peu formé, qui trouve un CDI, il y réfléchira 2 fois avant de partir quand même. Plus qu'un hyper-diplômé qui, toutes les semaines, reçoit un coup de fil d'un cabinet de recrutement qui lui promet monts et merveilles dans un poste à côté. Enfin, je pense donc il reste une grosse disparité. Comme on a dit qu'il y aurait des postes pas télétravaillables et qui resteront pas télétravaillables, il y a une partition du monde du travail entre les très formés, très mobiles et très demandés sur le monde du travail et des gens beaucoup moins formés. Voilà, donc de ce point de vue-là, il est difficile de faire des généralisations à l'ensemble du salariat. Docteur, quelle est votre définition du sens au travail, vous, en tant que médecin? Moi, je pense que un travail qui donne du sens, c'est un travail dans lequel on arrive à trouver une motivation durable. Voilà. Et voilà, et donc on sait que, enfin, peut-être que ma collègue chercheuse en GRH, il y a des modèles de motivation. Donc quand on s'est parlé, on a parlé de la théorie de l'autodétermination. Donc voilà, on sait qu'il y a des chercheurs qui proposent des modèles qui permettraient de motiver durablement des salariés. C'est pas parce qu'ils sont motivés durablement qu'ils vont rester toute leur carrière dans une entreprise. Mais au moins, enfin voilà, je pense que parfois il est meilleur qu'un salarié parte tout en ayant été motivé pendant le temps qu'il est resté, plutôt qu'il reste et qu'il se démotive tranquillement et qu'il se planque. Voilà. Enfin, on sait que ça existe aujourd'hui, cette fameuse démission silencieuse qui peut apparaître dans certaines entreprises. Parce qu'on parle du burn-out, mais on commence à parler aussi du bore-out. Absolument. Justement, Caroline Thioux-Maratois, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines à TBS. Comment vous qualifiez la question du sens au travail sur le plan purement scientifique, en tous les cas, dans vos domaines de recherche? Qu'est-ce que ça veut dire et comment on qualifie, on quantifie tout ça dans une entreprise? Comment vous faites? Alors, avant qu'on le quantifie, déjà, effectivement, comment on le définit. Et là, je vous rejoins sur la dimension de durabilité, de pérennité, on va dire, de la motivation, enfin, en tout cas, de l'idée de sens. Avant tout, si on doit s'en tenir à une définition purement scientifique, on va dire qu'il y a 3 facteurs. Si on veut savoir si une mission a du sens pour nous, alors scientifiquement, hein, sur la base de définition, on va dire scientifique, le premier, ça serait quelle est la valeur que vous donnez à votre mission. Donc l'idée de quelle est la représentation que la mission a pour vous. La deuxième, ça serait quelle est la finalité, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous allez chercher dans cette mission. Ça, c'est un deuxième pilier. Et puis le troisième, ça serait tout simplement de se sentir en cohérence, en fait. Se dire que soi-même, nos valeurs, notre identité, nos besoins
se retrouve en fait dans la mission qu'on prend, sur laquelle on va s'investir. Donc, mais là où je vous rejoins totalement, c'est que le sens est un facteur d'engagement. Donc le sens, au même titre par exemple que la disponibilité des ressources, ça veut dire est-ce que j'ai l'énergie pour faire mon travail, est-ce que j'ai l'énergie pour m'investir, ou encore aussi le thème de la sécurité au travail, est-ce que je me sens en sécurité, est-ce que le management qui est ici dans mon entreprise me permet de m'affirmer, de faire des choix, etc. de façon sereine, parce que l'insécurité au travail c'est un vrai sujet aussi. Donc au même titre, le sens est un vecteur d'engagement personnel au travail. Et qui dit engagement dit fidélité du salarié, engagement, pérennité de la situation, de la relation entre l'entreprise et le salarié. La position du dirigeant, lui, dans ce match-là, finalement, dans ce duo. La position du dirigeant, du manager ? Ouais. Le manager, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on va lui demander de réagir après. Alors là, je ne parle pas du milieu spécifiquement de la santé, mais de façon générale. Pour le coup, on va lui demander aujourd'hui de savoir réagir, d'accompagner des équipes, etc. On va lui demander donc de proposer peut-être un nouveau mode de management, puisque la relation au travail a véritablement changé depuis la crise sanitaire. Donc il y a d'autres attentes de la part des salariés. Donc ce manager, il faut quand même qu'il ait l'énergie lui aussi de se renouveler, qu'on lui propose aussi finalement des formations, en tout cas qu'il sache développer de nouvelles compétences pour accompagner ses équipes. Et toujours est-il que peut-être qu'à lui aussi, il faudrait qu'on lui demande s'il trouve toujours du sens dans son travail, en fait. Parce que, vu tout ce qu'il a vécu, ce manager-là, depuis 2 ans, on l'a sursollicité, il était parfois surengagé. Et est-ce qu'on s'est posé vraiment la question, à savoir, est-ce que ce manager, il trouve encore du sens ? Parce que si le manager, il trouve plus de sens, il y a peu de chances que l'équipe en trouve encore un. Donc c'est la courroie de transmission. Oui, voilà, le manager intermédiaire, typiquement, là, c'est le maillon clé, on va dire, pour que les équipes arrive à se remobiliser. Donc oui, c'est sûr que la crise qui vient de se passer, la démission silencieuse, ce qu'on est en train de constater, ça pose la question des nouvelles pratiques de gestion. Donc, et comment penser à remobiliser les équipes. Mais ça pose, à mon avis, et là c'est un jugement personnel, la question de comment accompagner personnellement, déjà un manager, pour qu'il se remette un peu de tout ce qu'il vient de vivre, avant de lui dire, alors maintenant, tu as aussi 2 nouvelles responsabilités, et il faut que tu saches faire, peut-être par le moyen d'une formation, mais il faut que tu saches accompagner ton équipe pour qu'elle soit performante. C'est un surhomme ou une surfemme, en fait, ce que vous dites, ouais. Un petit peu, par ces temps troublés, avec ces engagements qu'il faut prendre. Frédéric, je me tourne vers vous maintenant. Alors, on parle d'engagement, on parle de sens. Vous, avec Harmonie Mutuelle, vous êtes devenu entreprise à mission en 2021. Donc, c'est pas 2001, c'est 2021, sortie crise Covid. Pourquoi ce changement et cet objectif d'inscrire dans vos statuts, on va dire, des missions fortes, des engagements forts pour l'ensemble de l'entreprise? Juillet 2021, alors que globalement le monde se rétractait sur lui-même pendant le Covid, nous on a eu la bonne idée. Parce qu'on était sur la 3e ou 4e vague, on refermait tout. La loi Pacte 2019, oui, le gouvernement Macron édicte la loi Pacte, la possibilité pour les entreprises de réfléchir à leur raison d'être, leur rôle dans la cité, dans la vie. Voilà. 2020, on lance la réflexion, on se dit c'est certainement un bon sujet, surtout que nous, Mutuelle, on avait déjà cet ADN d'une vision sociétale, agir sur les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux, on avait déjà ça dans nos ADN. Mais on s'est dit, dans le monde mouvant que l'on vit, on veut aller au-delà. On était déjà engagé RSE sur un engagement renforcé RSE, mais même malgré ça, on s'est dit il faut qu'on aille au-delà. Parce qu'on a vraiment envie de marquer notre empreinte et on a certainement un rôle à jouer de par la vision qu'on a sur le monde. Donc 2021, on bascule donc on devient entreprise à mission. C'est pas si simple que ça de devenir entreprise à mission. Gros challenge, oui. C'est un gros challenge. On a compilé les verbatims de 17 000 participants, donc des salariés. On a mis à contribution des salariés et ça c'est super intéressant parce que du moment où on met en réflexion, en mouvement des salariés, on agite
on agite le levier, le bras de levier qui va faire que pour demain, ça va être la force vive en fait. Donc on a mis à contribution à réflexion des salariés, des clients individuels, des entreprises, mais aussi des associations et la vie de la cité. Donc on a compilé 350 000 verbatim et à partir de là, en 2021, on a édicté notre raison d'être qui est d'agir sur les facteurs sociétaux, environnementaux, économiques qui agissent sur la santé et de la société en général. Et le dernier mot, c'est en agissant avec la force du collectif. Et ça, c'est super important, la force du collectif, et c'est certainement ce qui sera notre fil conducteur pour la suite. Alors justement, vous dites, sortie crise Covid, au milieu de la crise du Covid, vous prenez cet engagement-là, on voulait aller plus loin que la loi Pacte, en fait, mais qui décide? À quel moment vous sentez qu'il faut franchir le cap? Cette quête de sens, à quel moment l'entreprise se met en mouvement pour aller vers ça? C'est un long fil conducteur, nous, dans nos métiers. Signaux. Alors, je vous posais ma question, je vous coupe la parole, mais est-ce qu'il y a des signaux dans l'entreprise qui vous font comprendre qu'on ne peut pas rester comme on est? Toutes les tables rondes qui se sont déroulées dans la journée, il y a des points de convergence sur... Moi, j'assiste à toutes les tables rondes, pratiquement. Toutes reconvergent vers l'humain. Pratiquement toutes. Même celles sur la finance verte, etc. On est arrivé à parler de l'humain. Parce que l'humain, et moi j'en suis... l'entreprise que je représente en est convaincue, mais moi, en tant que dirigeant de la région Occitanie, j'en suis intimement convaincu. C'est avec nos hommes, nos femmes sur le terrain qu'on va réussir ces transformations-là. Et le fait de signer un contrat en devenant entreprise à mission, on s'engage, on signe un contrat. On signe un contrat et on est challengé, observé par un organisme tiers indépendant qui va nous dire régulièrement vos engagements, vos objectifs que vous avez signés, que vous avez publiés, vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Donc ça nous est opposable et donc c'est très engageant. Un exemple, agir sur les facteurs environnementaux, et on embarque les collaborateurs dans l'histoire. On a pour mission en 2030, donc dans 8 ans, de réduire de 48% nos émissions de CO2. Alors pourquoi réduire de 48%? Parce que nous, on considère en tant qu'assureur, notamment sur la partie santé, que la pollution, que l'environnement, le réchauffement climatique impacte la santé de la population, donc de nos adhérents. Et donc on a quelque chose à y jouer. Donc on a gravé ça dans le marbre et c'est un de nos objectifs de l'entreprise à mission. Pour engager les collaborateurs, parce que sans les collaborateurs, il n'y a rien qui marche, dans tous les cas de figure. Pour les embarquer, on a mis ce critère dans notre intéressement. Donc, si chaque salarié abaisse sa consommation, sa dépense de CO2, en conduisant un petit peu moins, en prenant plutôt le train que l'avion, etc., eh bien, il y a des critères qu'on a définis. C'est un des critères de l'intéressement. Donc, on embarque les collaborateurs par ce principe-là. Mais on embarque les collaborateurs, mais on embarque aussi tous les clients qui travaillent avec nous. Les entreprises qui nous font confiance, on les embarque avec nous dans cette aventure d'entreprise à mission. Et globalement, on s'aperçoit qu'on travaille plutôt avec des entreprises qui ont envie de s'embarquer avec nous dans cette aventure, d'avoir une vision sociétale, environnementale un petit peu plus positive. Est-ce que les questions environnementales et sociétales, mais je dirais plus environnementales, sont, on va dire, le premier curseur que relèvent les collaborateurs quand ils veulent s'engager, ou ils sont sur d'autres sujets? Alors, comme tout le monde, on est soumis aux difficultés de recrutement. On est une entreprise assez traditionnelle, le monde de l'assurance est assez traditionnel, mais on a tout dépoussiéré et on est devenu une entreprise un peu Formule 1 dans nos métiers parce que la digitalisation est arrivée, on a dû s'adapter, c'était les sujets de ce matin. Donc pour attirer les talents, l'entreprise à mission, on parlait de sens, c'est un sens supplémentaire. Mais nous, la promesse qu'on fait, notamment aux jeunes générations qui rentrent, on leur dit: venez avec nous dans l'aventure, on va tenter de changer un petit peu la face du monde à notre portée, bien évidemment. Voilà. Mais surtout, on va vous mettre en réussite. On va vous former, et vous avez il y a 15 semaines de formation, donc vous allez rentrer et peut-être sortir, parce que peut-être que la vie professionnelle ne se fera pas intégralement chez nous, c'est le jeu, mais on va vous former et on va vous mettre en réussite. Parce que devenir entreprise à mission, c'est super engageant, ça a du sens, mais on est une entreprise comme une autre, et une entreprise, sa finalité, c'est d'être performante. Alors nous, on est une entreprise issue de l'économique sociale et solidaire, on n'a pas vocation à faire des bénéfices, mais on n'a pas vocation à faire des pertes, à équilibrer, et donc il faut être pour ça performant dans un monde concurrentiel économique. Et la promesse qu'on fait à nos recrues, c'est: on va vous mettre en réussite. Par contre, pour vous mettre en réussite, et c'est le jeu des balances, on va aussi prendre soin de vous. On va prendre soin de vous, on va être très vigilant sur vos équilibres de vie privée, vie perso. On va vous offrir les moyens de prendre soin de votre santé, de vous accompagner. Voilà, on a plusieurs leviers qu'on pourra peut-être détailler par la suite. Mais, voilà. Michel Niesborola, est-ce que quand vous entendez effectivement ce parcours de ces entreprises à mission qui posent vraiment un projet d'entreprise commun, collectif,
Est-ce que c'est une motivation qui peut freiner cette espèce de, on va dire, de grand désenchantement aujourd'hui du côté des collaborateurs et qui pénalise finalement aussi les entreprises aujourd'hui? Oui, je pense dans la mesure, c'est surtout la dimension collective qui est importante de mon point de vue, puisqu'en fait, comme je vous dis, et si on revient sur les jeunes, ils ont connu des modes éducationnels qui n'ont pas été les nôtres, et ce qu'ils attendent, c'est plus d'être associés, et ils ne sont pas prêts à obéir sans comprendre. Donc il faut qu'ils comprennent les décisions, il faut qu'on leur explique, et si encore on peut les associer dans une certaine mesure à la décision, et ça nécessite d'actionner le collectif. Voilà. Et donc je pense que dans ce projet-là, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant dans ce qui est annoncé. Après, je pense que une des clés aussi de l'engagement et de la motivation durable, c'est la confiance. Et donc, il faut aussi que le ramage se rapporte au plumage. C'est-à-dire que ce qu'on a vendu, et j'entends bien le mot des dirigeants, c'est-à-dire qu'il faut se vendre, mais il faut que ce qu'on vend, ce soit la réalité, quoi. Il ne faut pas rendre les réalités trop belles, parce que si le salarié qui arrive déchante, il risque d'avoir des ruptures de confiance, et ça, c'est dramatique. Pour la pérennité de la relation au sein de l'entreprise et pour l'efficacité du salarié dans l'entreprise. Donc il ne faut pas se survendre non plus, de mon point de vue. Mais je reviens sur votre infirmière qui démissionne au bout de 8 ans à l'hôpital. Oui. Qu'est-ce qui fait alors qu'on s'engage pour le soin, qu'on s'engage vers les autres, qu'on se tourne vers les autres, qu'au bout de 8 ans, on se dise je ne veux plus? Alors déjà, on connaît les problèmes qu'il y a on peut avoir des enfants et des contraintes qui font que les contraintes hospitalières sont plus difficiles à accepter. Mais je pense que je pense que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur mes objectifs par rapport aux objectifs de la structure. Je me souviens d'une interview sur France Inter où il y avait une grève d'infirmières, comme un peu assez souvent ces temps-ci, et l'infirmière était dans un service de cancérologie et disait: la structure me demande de faire des soins, des injections, des pansements, etc., de distribuer des médicaments. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les gens qui ont un cancer et de les aider. Et en fait, à l'heure actuelle, j'en suis arrivé à un stade où, quand je sais que le patient a eu une mauvaise nouvelle par rapport à ce cancer, que je le vois pleurer, que je rentre et qu'il ne m'a pas vu, je referme la porte, parce que je sais que si je prends le temps de l'accompagner, je n'aurai pas le temps de faire tous les actes que ma structure me prescrit. Donc c'est là que les questions de sens se jouent. C'est-à-dire que l'hôpital demande de façon tout à fait légitime à l'infirmière de produire un certain nombre d'actes techniques. Sauf que sa motivation pour le travail, c'est d'aider les gens. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je reviens sur, pour moi, une des clés, c'est d'arriver à se mettre autour de la table et de parler de ce que c'est que le travail de qualité. Parce que chacun a une vision du travail de qualité, mais on peut être sûr que personne n'a la même vision du travail de qualité dans l'entreprise. Et donc, c'est bien en discutant de ça et de la performance, au final, un travail de qualité, un travail performant, et d'essayer de prendre la mesure. Et un manager intermédiaire n'aura pas la même vision non plus que son directeur, non plus que ses salariés. Donc, il faut mettre les managers aussi autour de la table. Et c'est de cette discussion-là qu'à mon avis, naîtra une entreprise performante et où les salariés seront à peu près durablement motivés, quand bien même ils ne resteront pas toute leur carrière dans l'entreprise. Bien sûr. Caroline, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit, cette notion de travail de qualité, se mettre autour de la table? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous accompagnez à la fois des entreprises, dans les parcours professionnels, on sent poindre ce souci du détail, de la qualité, du sens au travail? Le souci du sens au travail, oui, oui. Mais alors déjà, je suis aussi d'accord pour dire que c'est pas le fait d'une génération, comme on pourrait le dire souvent. On est tous quand même très contents que cette nouvelle génération, par contre, ait osé le dire et osé mettre le gros sujet sur la table, puisque tous, autant qu'on soit ici, même si on est trentenaires, des quadras, des quinquas, on est tous contents d'avoir une mission qui nous ressemble et y trouver du sens. Donc là, on est d'accord. Après, je le vois. Alors, la question du sens revient, effectivement, et c'est pour ça que c'est tout l'intérêt aussi de faire ce travail personnel avec des managers et des salariés.
Mais on le ressent aussi énormément à travers tout simplement, quand on parle surtout avec des managers, c'est la question de l'engagement en fait. C'est le souci de la fidélisation qui ressort davantage. Et puisque on sait qu'il y a quand même beaucoup de turnover et turnover donc subi, hein. C'est pas des départs voilà, choisis. Donc la question de l'engagement qui met en fait, qui contraint, oui, aujourd'hui, tout le monde, aussi bien manager que salarié, à regarder le thème de l'engagement comme quelque chose de beaucoup plus complet peut-être que ce que c'était jusque-là. Avant, on parlait surtout de l'engagement organisationnel. Donc, comment je peux faire en sorte que mon salarié il soit engagé à l'égard de l'entreprise. Donc, ça, c'était une première chose. Aujourd'hui, on voit que ça ne suffit pas. Parce qu'il ne reste pas et que le sens, peut-être qu'il n'y est plus, mais en plus de ça, c'est que les salariés ont besoin d'autre chose. Et tout simplement ouvrir les horizons sur le thème de l'engagement en disant, en tout cas, c'est les préconisations qu'on peut donner, c'est de dire l'engagement au travail, l'engagement organisationnel, c'est une chose, l'engagement à l'égard de l'entreprise, je veux dire. Mais surtout, si vous devez fidéliser, si vous devez travailler sur l'engagement, pensez vraiment à diversifier les cibles, puisqu'on parle d'attachement en fait. Il faut créer cette relation, cette relation affective. Donc il faut identifier une personne. Donc ça peut être le manager, ça peut être le mentor, ça peut être l'équipe, c'est peut-être les clients. Et j'ai envie de dire que moi, c'est ce que je ressens dans les entretiens que je peux réaliser avec des managers et des salariés. C'est parce que justement, la personne dans mes recherches, elle va s'identifier, elle va être en connexion avec parfois des mentors ou avec l'équipe, que ça va venir compenser un défaut d'engagement organisationnel. Donc ça veut dire que de diversifier les cibles comme ça en créant des espaces informels, des échanges, des choses très concrètes, très opérationnelles, créer du lien en fait. Et c'est pour ça que quand on dit que l'humain, faut fédérer et faut recréer des connexions comme ça entre personnes. Donc ça peut être de la part de l'organisation, mais entre personnes, entre individus vraiment, entre un mentor, un manager ou encore avec l'équipe. Et donc quand je dis ouvrir les horizons de l'engagement, c'est considérer donc l'engagement à l'égard de l'organisation, à l'égard de différentes cibles, et aussi évidemment intégrer, depuis le Covid on l'a vu, l'engagement personnel. Donc c'est ce que je vous expliquais rapidement tout à l'heure en disant intégrer obligatoirement pourquoi le salarié lui-même a envie de s'investir. Qu'est-ce qui résonne en lui, quel est le sens, quelle est la sécurité qu'il va identifier, est-ce qu'il a l'énergie de le faire, est-ce qu'il se sent dans notamment avec le télétravail, est-ce qu'il était en capacité de relever les défis qu'on lui donnait, est-ce que ça met à mal son équilibre vie perso, vie professionnelle, est-ce que c'est compliqué pour lui de tenir les objectifs, voilà, tout. Et c'est en gardant en tête cet horizon, vraiment, c'est un engagement, ça se définit par vraiment de nombreuses dimensions. Ouais. Donc, c'est avoir cette vision globale qui permet d'avoir des solutions aussi adaptées. Et donc, le salarié se sent aussi écouté, soutenu, et ce qui est indispensable, en fait, pour le maintenir. Frédéric Malfilâtre, comment vous faites, par exemple, en interne, justement sur ça? C'est individuellement, on a vu apparaître, donc on a beaucoup parlé aussi dans ces tables rondes, la notion du télétravail, du management à distance et en présentiel. On essaye de trouver un truc hybride encore. On sent que les entreprises, tout le monde tâtonne un petit peu pour essayer de trouver le juste équilibre et le milieu. Vous y avez réfléchi comment? Vous avez mis en place quoi pour, ce que vous disiez tout à l'heure, permettre finalement la réussite et du collaborateur et que ce soit aussi économiquement intéressant pour l'entreprise? C'est pas une question piège. Hein. Non, mais je réfléchis parce que en fait, vous avez différents types de métiers aussi. On n'a pas la recette. En fait, j'ai pas la recette et on n'a pas la baguette magique parce que comme on gère de l'humain, ce qui marche aujourd'hui, dans une semaine, ça marchera pas. Par contre, ce qui est sûr. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tous les métiers que nous avons dans notre entreprise sont soumis à de très fortes transformations. La façon dont les collaborateurs exerçaient leur métier il y a encore 1 an, 2 ans, 3 ans, aujourd'hui,
ils doivent le faire totalement différemment parce que nos clients nous contactent différemment par Internet, par application, par visioconférence, etc. Bon, bref. Et nos modèles économiques ont changé aussi. Par contre, ce qui est sûr, il y a une constante, c'est que avec nos managers, et ils sont tous là aujourd'hui, je ne les vois pas parce qu'il y a une lumière qui nous éclaire, mais ils sont tous en haut, enfin en partie, c'est eux qui font tourner la boutique. C'est grâce à eux. Parce que eux, en haut, là, ils arrivent à faire comprendre individuellement à chacun des collaborateurs qui sont importants dans l'entreprise, qu'ils ont un rôle à y jouer, qu'ils ont compris le sens de la stratégie de la maison, avec la raison d'être, etc. Et qu'à leur niveau, ils peuvent l'incarner, ils peuvent porter ça. Et donc le matin, quand ils vont se lever, ces gens-là, qu'ils soient en agence commerciale ou qu'ils soient managers intermédiaires ou cadres de direction, etc., peu importe, ils savent qu'ils vont contribuer un petit peu à cette super aventure humaine qu'on partage tous. Par contre, c'est des réglages fins. C'est des réglages fins parce que quand tout va bien, globalement, on est tous OK avec ces messages-là et on avance. Mais quand les choses deviennent un petit peu plus difficiles, rapidement, ça peut tomber. Et là, c'est de l'individualisation. Et nos managers, qui sont tous ici, et je crois qu'un de nos secrets de réussite, parce qu'on réussit plutôt bien en région, on a des taux d'absentéisme qui sont très faibles, aux alentours de 3,5-4%, ce qui est faible. La moyenne nationale, c'est 7-8%, grosso modo, dans le moment. Et on a des résultats. Donc, à la fois, on cherche de la performance économique, et à la fois, on prend soin de nos salariés. Et ça marche. Mais c'est fragile aussi, parce que pour former un collectif, c'est permettre le droit à l'erreur, par exemple. De la sécurité psychologique, tu en parlais, Caroline. C'est autoriser les salariés à tester quelque chose et à se planter, à se tromper. Par exemple, c'est oser dire à son manager, là, je ne sais pas faire, il faut que tu m'aides. Par exemple, c'est permettre tout ce système-là, en fait. C'est permettre aussi à un collaborateur qui a une idée de le déployer, de tester quelque chose. C'est en fait remettre de la responsabilité et l'autonomie au plus proche des troupes. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais une fois de plus, ce n'est pas miraculeux, il n'y a pas de baguette magique, c'est de l'implication quotidienne des managers intermédiaires ou des cadres de direction et qui embarquent chacun des collaborateurs avec qui il est, parce que chaque collaborateur a ses propres stimuli, ses propres craintes, ses propres peurs, ses propres difficultés perso. Et la finesse de la chose, c'est comme pour nous, chacun est important dans l'organisation, c'est de bien comprendre qui est où, quelle est sa force, sa faiblesse, qui il est, quelle est sa difficulté du moment et de composer avec. Donc pas de baguette magique parce que c'est super fragile, mais en tout cas là c'est du pilotage permanent. C'est du pilotage humain. Très fin. C'est de la science humaine, science molle, qui est super compliquée, mais qui est passionnante aussi parce que ça ouvre de super perspectives de développement. Ouais. Et voilà. Alors, cette table ronde, c'est entrepreneurs et collaborateurs en quête de sens au travail. On a beaucoup parlé là depuis tout à l'heure des collaborateurs, mais on va parler des entrepreneurs, des chefs d'entreprise avec vous. Michel Nesberola, docteur, comment vont-ils? Parce qu'ils sont les deux faces de la pièce. Il y en a qui fatiguent. Il y en a qui fatiguent. Oui. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas facile tous les jours pour eux. Alors, et justement. Donc, dans ce contexte, Prévali, avec l'ensemble des services de santé au travail d'Occitanie, ont mis sur pied en fait, un dispositif de repérage et donc, qui est à la disposition de nos adhérents non salariés, chefs d'entreprise non salariés. Donc, c'est un système c'est une plateforme Internet en fait, accessible, dite responsive, donc ça peut se faire depuis un smartphone. Et donc, c'est une série de questionnements qui permet d'amener l'employeur à s'interroger sur ce qui l'a satisfait ou ce qui l'a stressé dans une période récente dans son travail. Et ensuite, quand on a un peu des signaux d'alarme sur un déséquilibre stresseur-satisfacteur, lui proposer de remplir une échelle d'épuisement émotionnel. Et donc, depuis un an, on a à peu près repéré 1 millier de dirigeants. Et ensuite, on leur propose, on ne s'arrête pas au repérage, on leur propose une prise en charge. Et il y en a à peu près la moitié, donc environ 500, qui nous ont effectivement demandé de l'aide et pour lesquels on a mis en place des dispositifs de consultation et d'accompagnement pour leur permettre d'apporter notre regard santé-travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas des soignants, mais on a ce regard et cette connaissance du monde de l'entreprise que n'ont pas forcément les médecins de ville, parce qu'ils vivent en dehors de l'entreprise, alors que nous, on y est quand même un peu tous les jours. Et donc, on peut comprendre peut-être un peu plus facilement les préoccupations du chef d'entreprise et lui donner des conseils dans son mode de management, son engagement au travail qui est souvent excessif, le fait qu'il ne respecte pas sa santé, qu'il ne respecte pas des temps de récupération. Enfin voilà, toute une série de conseils qu'on peut lui donner pour essayer de l'aider à ne pas
couler, parce que là, on repère des gens des dirigeants qui ne sont pas dans une situation dramatique. Hein, donc, mais par exemple, chez Prévali, donc, nous avons formé 10 médecins du travail spécifiquement aux questions du stress des dirigeants et à leur accompagnement. Donc, on peut, voilà, à partir de notre petit filtre, prendre en charge des dirigeants et essayer de les accompagner à la mesure de nos moyens. Caroline, est-ce que pareil, le dirigeant est presque un salarié, enfin en tous les cas, doit être pris à part entière dans cette transformation que nous vivons tous là aujourd'hui? Comment vous faites et qu'est-ce qu'ils vous disent, eux, hein? On parlait de savoir décrocher, savoir se préserver, encore faut-il pouvoir le faire, hein, aussi quand on est seul à bord. Oui, alors je pense que là, pour le coup, c'est vraiment au cas par cas. Mais de façon générale, il n'y a pas de baguette magique non plus. Donc là, on se rejoint vraiment. Mais oui, bien sûr, il y a une préoccupation. On parle effectivement, quand on voit les annonces faites dans la presse qui sont déjà très alarmistes, en parlant, je pense au chiffre d'énergie. Non, je pensais aux 6% d'engagés Ah oui. en septembre 2022, ouais. Où là, on se dit quand même, on n'est pas très très bien. Donc c'est alarmiste, mais en même temps, donc on parle beaucoup des collaborateurs. En fait, il faut arrêter d'écouter les infos déjà. Non, ouais, mais c'est agréable de voir aussi qu'il y a des choses qui se passent qui sont hyper positives, hein, et on met peu finalement de focus là-dessus. Donc c'est agréable en fait de donner la parole aussi aux personnes qui fonctionnent, aux entreprises qui fonctionnent en plus il n'y a pas de fatalité non plus pour celles qui ne fonctionnent pas. Il y a des messages très inspirants et sur lesquels on peut aussi s'appuyer pour rebondir. Mais pour répondre à votre question, oui, bien sûr, le dirigeant, au même titre que les salariés, a des préoccupations et puis a des questionnements très profonds par rapport au rythme dans lequel il est, au challenge qu'il doit relever. C'est d'autres préoccupations, mais un dirigeant doit lui-même déjà se poser tous les matins la question à savoir comment il va assurer la pérennité, on va dire, de l'entreprise, des emplois, etc. Donc c'est une responsabilité encore autre. Donc évidemment, l'enjeu est de taille pour le dirigeant et donc l'accompagnement, qu'il se fasse individuel ou après quand on parle du conseil, c'est à la mesure effectivement du besoin, quoi. Mais oui, bien sûr. Mais ils ont besoin de cette quête de sens aussi pour aller bien dans tout ça. Disons qu'au départ, elle n'existe pas. Enfin, il ne se pose pas forcément la question parce qu'il y a un devoir d'agir. Mais quand on est dans l'accompagnement, et parfois on commence par du conseil d'ailleurs, parfois on est appelé pour faire du conseil et on se rend compte qu'en fait ce qu'il faut c'est vraiment un accompagnement du dirigeant pour que lui-même aille bien et que du coup l'entreprise aille mieux. Ouais, ça ruisselle. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. On va terminer avec vous, Frédéric, sur cette notion finalement de, j'allais pas dire du gagnant-gagnant, mais finalement c'est un peu ce que vous nous dites là aujourd'hui, entreprise à mission. Tout le monde ne peut pas forcément le devenir, c'est un chemin personnel de l'entreprise. Mais vous dites c'est un enjeu intéressant, c'est une piste à creuser pour être en quête de sens, pour répondre à tous les enjeux aujourd'hui que nous posent les collaborateurs, les managers et les dirigeants de demain. Parce que économiquement aussi, ça peut avoir un intérêt, en tous les cas, c'est pas contre-productif. Non, c'est pas contre-productif, non du tout. Alors nous, c'est encore jeune, hein, c'est juillet 2021, donc on n'a pas encore la vue du rétroviseur encore suffisamment large. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on devient entreprise à mission, ça va influencer, ça impacte plusieurs facteurs. Un des facteurs, puisqu'en introduction de ma prise de parole, je vous dis une entreprise doit être performante. Donc un des premiers indicateurs d'entreprise à mission, c'est aussi de servir la performance et le développement de l'entreprise. Et de plus en plus, lorsqu'on répond à des appels d'offres, lorsqu'on répond, on indique qu'on est entreprise à mission et qu'on répond à telle valeur. Et d'ailleurs, c'est souvent demandé dans les critères de l'appel d'offres. Donc c'est la première chose. Mais entreprise à mission doit servir aussi le volet RH, et c'était le sujet de la table ronde de ce jour, pour donner du sens, attirer des talents, impliquer. Donc c'est un véritable levier RH, ça c'est clair. Il y a un troisième levier aussi qui est important et qui était aussi la thématique d'une des tables rondes précédentes, qui était le fléchage de nos investissements financiers. Nous aujourd'hui, on a réfléchi l'intégralité de nos investissements financiers vers des fonds qui sont socialement responsables, l'intégralité. On a même créé des fonds dédiés pour permettre la création d'emplois, le maintien d'emplois,
Dans les régions, en Occitanie par exemple, on a réfléchi certains montants vers des entreprises vertueuses en termes d'emploi et vertueuses en termes d'environnement. Donc ça sert ce troisième volet qui est le fléchage des investissements financiers, et ça sert aussi globalement la gouvernance, avec les rapports ESG qui donnent ces grands indicateurs-là. Donc entreprise à mission, c'est par contre très impliquant parce que ça implique l'ensemble des strates. Le constat après un an, c'est que aujourd'hui on est... les directions, les managers, les cadres de direction sont plutôt clairs sur la stratégie, à quoi ça consiste. Ils ont absorbé le sens et les grandes orientations. Le grand défi que nous avons à faire maintenant, c'est de le faire transposer, de le faire ruisseler à l'ensemble des collaborateurs, pour que le collaborateur, lorsqu'il vient se lever le matin, se dise « Ok, je rejoins Harmonie Mutuelle et je vais aller bosser parce que dans la mission, je vais faire ça et ça correspond à la mission et je suis satisfait, heureux, content et ça donne du sens. » Donc et ça, c'est notre gros défi qui nous attend pour éviter ce que vous disiez, docteur, que ça reste un peu un nuage comme ça, uniquement compris et perçu par les cadres de direction de la mutuelle. Donc c'est le gros défi qu'on a apporté maintenant sur la continuité. Mais pour ça, on embarque tous les collaborateurs et tous les managers aussi. Il y a des groupes de travail qui sont faits pour donner ce sens-là et cette implication-là. Parce qu'une fois de plus, si les collaborateurs n'ont pas pigé ce qu'on veut faire, ça ne marche pas. Comme dans beaucoup de choses, hein. D'ailleurs, effectivement. On termine une conclusion avec vous, docteur. Aujourd'hui, donc, les salariés, les managers, les dirigeants d'entreprise ont tout intérêt à travailler en commun, se parler, échanger, qu'on soit dans... Voilà, en tous les cas, de ne pas rester isolé, si j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit. Oui, je pense que vous avez bien compris. Et je pense, après, je pense que traditionnellement en France, le dialogue social a beaucoup porté sur l'emploi et les salaires. Et donc maintenant, un des enjeux, c'est quand même d'arriver à parler des conditions de travail et la façon dont on réalise concrètement le travail. Et donc c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, la qualité de vie au travail est devenue qualité de la vie et des conditions de travail. Et donc c'est ce que les partenaires sociaux d'ailleurs et l'État ont voulu souligner dans la construction de politique à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est de bien intégrer cette question des conditions de travail et du dialogue autour des conditions de travail dans l'entreprise, ce qui n'est pas une tradition française. En tout cas, je vais terminer là-dessus. Merci à tous les trois. Merci infiniment, Caroline Thiou Maratuech, Michel Nisberola et Frédéric Malfilat pour cette table ronde autour de la quête de sens au travail. Et on va passer la parole maintenant à Boris pour la suite. Merci Christine, merci à nos invités.